Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On va parler de la Première Ligue, on va parler de City, Arsenal, Chelsea, Liverpool et Manchester United. Déjà, on va prendre les choses étape par étape. On va commencer par le match d'hier. Parce que le match d'hier, Liverpool-Chelsea, j'aurais aimé faire une vidéo sur ce match et vous dire qu'on a eu un spectacle digne de deux grandes écuries de la Première Ligue. Mais franchement, dans ce match, déjà, il n'y a rien. Il n'y a aucune consistance. Mais quand tu regardes le tableau, tu vois que Chelsea et Liverpool sont respectivement 9e et 10e. Tu te dis, oui, ce spectacle-là, c'est digne de milieu de tableau. Ils ne peuvent pas prétendre à plus haut. Pas en jouant de cette manière-là. Liverpool, effrayant. Un visage qui fait peur. Qui fait peur. C'est, excusez-moi, ils ont aucune solution offensive. Mohamed Salah n'est pas au niveau auquel il nous a habitués, mais il est au niveau auquel les fans de foot qui ont connu Salah pré-Liverpool, c'est-à-dire le Salah de l'AS Roma, du FC Bâle et de Chelsea, c'est ça. Donc, on va dire, il a perdu toute sa lumière et il est redevenu le Salah que tout le monde connaissait, c'est-à-dire le bon joueur, mais qui fait que ce qu'il peut faire. Mais après avoir performé au haut niveau et prétendre au plus haut niveau européen pendant presque 3 ou 4 ans, je pense que la chute est très dure pour les fans de Liverpool de voir Salah à ce niveau. Mais moi, étant fan de Chelsea, voyant ce niveau de Salah, je ne suis pas étonné de trouver ce niveau. Mais en tout cas, et de l'autre côté, on a une équipe de Chelsea aussi inefficace et aussi... en fait, il n'y a rien dans ce match à dire. Chelsea, depuis le début de saison, je ne sais même pas ils ont marqué plus d'une vingtaine de buts, je ne pense même pas. Ils ont en attaque Aubameyang, Sterling, déjà deux grands noms et qui ont une certaine réputation. Mais là, ils font rien sur le terrain de base. Donc, en plus, au milieu de terrain, il leur manque le numéro 6 qui leur apporte cette certaine sérénité au niveau de la défense, N'Golo Kanté. Et en même temps, de l'autre côté, au milieu de terrain, tu as un Liverpool qui n'aligne pas Henderson, Thiago Alcantara et Fabinho en même temps, sachant que c'est le meilleur trio du milieu de terrain que tu peux aligner et qui met un Jürgen Klopp qui intègre beaucoup de jeunes. Mais c'était tellement pauvre en termes de spectacle qu'on s'est extrêmement ennuyé devant ce match. Mais bon, à part la rentrée du joueur qui a coûté 100 millions, Mudryk, il n'y avait on va dire, aucun suspense par rapport à ce match. Donc, on passe vite là-dessus et on va rapidement sur les autres matchs. Arsenal-Manchester United qui nous a pas déçus. Au fait, on s'attendait à un spectacle, on s'attendait à du jeu, on s'attendait à un volume de jeu et à un match qui quand même prétend entre le premier et le quatrième du classement, si je ne me trompe pas, au troisième. Donc quand même, on a eu un beau match. 3-2, un but à la dernière minute, mérité pour Arsenal, parce que tout fan de foot, on a envie que Arsenal remporte ce championnat. Parce que déjà, de 1, pour l'amour du football, Arsenal mérite de remporter une première ligue. Ça fait trop longtemps qu'ils n'ont pas remporté de titres importants. Et voir tout le travail que Arteta a fait avec le recrutement, l'intégration de certains joueurs, la formation, Martinelli qui l'est allé chercher en 4e division brésilienne. Et maintenant, Martinelli qui fait partie des meilleurs ailiers en Europe, forcément dans le top 10. Donc franchement, bravo. Saka qui, suite à l'Euro et la polémique, racisme, pénalty raté, etc., qui est devenu ce qu'on appelle, bon, on lui donne le surnom de Starboy. Et franchement, c'est l'enfant de la maison, il prend sa responsabilité, c'est l'un des meilleurs ailiers actuellement en Angleterre. Donc franchement, on a une équipe d'Arsenal, un Martin Odegaard qui performe à un niveau auquel on s'attendait au Real Madrid, mais qui n'a jamais pu le faire au Real Madrid. Un Thomas Partey et Granit Xhaka, un double pivot supérieur à la moyenne en Europe.
une défense avec un William Saliba et un Ben White qui n'est pas un latéral de métier mais qui joue très bien sur le côté droit et qui monte et qui fait son travail. Donc franchement, on a une équipe d'Arsenal bien rodée avec un bon gardien cette fois-ci, non pas Bernd Leno, avec tout le respect qu'on lui doit. Mais Aaron Ramsdale est vraiment plus efficace dans les buts que Bernd Leno. En tout cas, là, on a une très belle équipe d'Arsenal. Certes, qui parfois bégaye un tout petit peu avec l'absence de Gabriel Jesus et l'intégration de Eddie Nketiah. C'est sûr, c'est pas la même chose que Gabriel Jesus, mais quand même, on trouve une équipe d'Arsenal qui reste, on va dire, fixée sur un objectif, c'est être champion. Et qui joue comme des champions. Ils jouent pas comme une équipe qui subisse et qui se disent, on va faire avec ce qu'on a. Non. Ils ont la mentalité et ils ont la faim d'aller chercher. Ils ont la rage de vouloir ce titre. Et ça se voit sur la manière de jouer. Et que tous les matchs d'Arsenal, ils se jouent à la dernière minute. Et franchement, c'était beau à voir. Et un Manchester United qui, franchement, performe depuis quelques temps au très haut niveau et qui retrouve et qui franchement nous donne du spectacle, du plaisir. Un Marcus Rashford qui retrouve son niveau. Parfois, voilà quoi, on met quand même Rashford qui retrouve son niveau. J'allais dire Anthony Martial. Bruno Fernandes qui joue très bien. Anthony qui joue très bien, mais quand même qui a quelques petits déchets. Sur le côté gauche, on hésite toujours entre Elanga ou bien Garnacho, mais on va pas se mentir, Garnacho apporte beaucoup plus d'assurance qu'Elanga, mais n'oubliez pas que la saison dernière, ce que Garnacho faisait là, Elanga le faisait aussi. Donc, souhaitons que c'est pas un cache-misère et que la saison prochaine, on lui souhaite pas qu'il redescende, mais franchement, on espère que Garnacho ne fera qu'augmenter et qu'on le verra dans la sélection argentine dans un futur proche. Donc, on a une équipe de Manchester United qui a fait opposition à Arsenal, mais qui lui manquait un joueur. Et ce joueur-là est devenu l'élément essentiel du jeu de Manchester United, c'est la sentinelle, c'est Casemiro. Casemiro est devenu le repère de Manchester United. Tous les ballons passent par Casemiro. Et le milieu de terrain, Casemiro, Eriksen, Bruno Fernandes fonctionne à merveille. Et quand Casemiro n'est pas là, Fred ou bien McTominay, ils ne peuvent pas le remplacer. Parce que le niveau de jeu, le volume de jeu, l'expérience que Casemiro a, ces deux-là combinés n'ont pas. Donc, voir que c'est l'un d'entre eux qui le remplace, c'est impossible. C'est complètement impossible. Mais déjà, par rapport à tout ça, on doit féliciter Manchester United pour une chose, et c'est pour ça qu'ils ont remonté la pente et qu'ils sont parmi les 5 premiers, c'est que cette équipe, par rapport à l'équipe de l'année dernière, ils encaissent beaucoup moins de buts. Cette équipe, quand ils gagnent peut-être 2-1, 1-0, c'était ça au début de saison. Mais on regarde, ils encaissent très peu de buts. Et ça, c'est passé par un nettoyage un petit peu brutal de la part d'Eric Ten Hag, on l'admet. Le fait de mettre littéralement sur une défense à 4, tu élimines trois défenseurs. Tu mets Maguire sur le banc, Wan-Bissaka sur le banc, Luke Shaw sur le banc, et tu mets les Malacia, Diogo Dalot et Lisandro Martinez, qui eux performent à un très beau niveau. Maintenant, quand ils sont blessés, tu fais une rotation en me mettant Luke Shaw, qui était latéral gauche l'année dernière, tu le mets en centrale. C'est quelque chose que je dis depuis de nombreuses années. Luke Shaw a plus un profil de défenseur central. Et on le met jouer en défense centrale, il joue très bien. Raphaël Varane qui a toujours son bon niveau, pour moi, Raphaël Varane, son niveau dépend surtout du joueur qui l'accompagne en défense centrale. Diogo Dalot qui a mis la pression sur Wan-Bissaka, maintenant quand Bissaka joue, on se dit bravo. Et comme je dis, on a eu un spectacle qui nous a donné envie de regarder, et quand on regardait le match, on prenait un plaisir sans nom, franchement. Donc 3-2, beau spectacle, but à la dernière minute pour Arsenal, mérité. Mais Arsenal et City ne se lâchent pas. Donc ça fait une transition parfaite pour le match de City, qui eux gagnent 3-0 face à Wolverhampton. L'analyse du match de City, pour moi, ça va être un petit peu mitigé. Parce que City, par rapport à l'année dernière, City jouait mieux l'année dernière. Maintenant, on va me dire, forcément, oui, City jouait mieux l'année dernière, mais pourquoi avec l'ajout, c'est-à-dire Erling Haaland, l'ajout de qualité qu'on apporte à l'effectif, comment ça se fait que City performe moins bien? Bon, c'est normal. Déjà, de 1, il faut analyser le jeu de City pour comprendre.
Pep Guardiola est adepte du demi-espace. C'est-à-dire que chaque zone a son propriétaire pour Pep Guardiola. Et le terrain est séparé en 12 carreaux. 4 lignes de 3 zones. Chaque joueur a sa zone. Et ça se voit. La discipline que les joueurs que Pep Guardiola ont, voilà. Ils ont la discipline, c'est le mot-clé du jeu de Guardiola. Et tu vois que chaque joueur a sa zone. Tu vois jamais Rodri empiéter sur le territoire de X, Y, Z. Chaque joueur a sa zone et ça se voit. Maintenant, suite à quoi, avant, par exemple l'année dernière, on voyait beaucoup Gabriel Jesus, qui est un neuf de formation, jouer sur le côté. Pep a pour habitude de ne pas jouer avec un pur neuf et de jouer avec des ailiers dans le rôle de neuf et des buteurs un petit peu plus excentrés sur le côté, apportant un petit peu plus de danger et de déstabiliser les défenseurs latéraux adverses. Maintenant, en faisant ça, il l'a fait à Barcelone avec Ibra, ça n'a pas fonctionné parce que Ibra, c'est pas le style de joueur qui peut jouer sur le côté. Il l'a fait avec Gabriel Jesus, ça a fonctionné. Maintenant, tu as un profil du genre d'Ibra, mais avec encore plus efficace qu'Ibrahimovic à son prime. Erling Haaland, c'est un attaquant type, et on le voit aujourd'hui, triplé, basta luego. Maintenant, est-ce que le jeu, à cause de l'ajout, est-ce que ça n'handicape pas un petit peu City? Parce qu'en faisant jouer un ailier faux neuf comme l'année dernière, City avait beaucoup plus de mouvement en attaque. Tandis que là, tu joues avec un joueur qui ne peut jouer qu'une seule position sur le terrain, qui dézone, certes avec un bon placement, mais qui t'handicape dans un sens où tu ne peux pas le trouver en une touche et tu dois vraiment le chercher dans la profondeur. City, ils avaient pour habitude de passer en combinaison. Et on retrouve cette année un City qui joue beaucoup de profondeur. Et aussi, avec et ça déjà de 1 par rapport au style de jeu, ça change, mais aussi les joueurs doivent s'adapter à ce changement. Et on peut le voir que suite à quoi beaucoup de joueurs deviennent moins efficaces. Par exemple, Phil Foden par rapport à l'année dernière, Kevin De Bruyne par rapport à l'année dernière. Et on va me dire, Kevin De Bruyne c'est le meilleur passeur, oui. Mais avant, vu qu'il jouait sans vrai numéro 9, le danger venait de partout. Et Kevin De Bruyne tentait des choses pour trouver des solutions. Maintenant, on va dire que le jeu de City devient un petit peu stéréotypé. Toute solution doit passer par Erling Haaland. Parce qu'il n'y a que lui qui peut te proposer cet appel en profondeur. Et tu sais qu'en jouant comme ça, le joueur a une efficacité hors norme devant les buts. Donc, tu vas pas négliger cet aspect de son jeu et te dire qu'on va jouer comme l'année dernière. Non. Et aujourd'hui, on a pu le voir, par exemple, aujourd'hui, ils ont tenté une combinaison avec City face à Wolverhampton en deuxième période. De Bruyne, l'année dernière, il shootait, il tirait. Parce que le but était devant lui, il tirait. Je ne sais pas pourquoi, il a tenté une passe plein axe. Tandis que Haaland était complètement bouché par les défenseurs de Wolverhampton. Donc ça change. Et c'est pour ça que pour moi, je pense que City, cette année, ils sont moins forts. Parce que avec Haaland, certes, c'est un ajout de qualité, mais c'est un ajout qui handicape le jeu de City. Parce que ça rend le jeu moins attractif, tu as beaucoup moins de mouvements, tu dois tout miser sur les appels en profondeur d'Erling Haaland, et qu'on peut le voir, les rares matchs que Haaland ne joue pas cette année, City ne gagne même pas. City n'arrive même pas à marquer le but. Grâce à Dieu, on a un réveil de Riyad Mahrez qui joue à un très haut niveau, mais quand même, on espère qu'en Europe, ils vont vraiment maximiser leurs chances parce que ce ne sera pas facile en Ligue des Champions cette année. Donc définitivement, je pense que là, la première ligue est très intéressante. City Arsenal ne se lâche pas. Manchester United et Newcastle se font une lutte pour savoir dans le top 4. Tottenham, bon, bref, ça on en parlera un autre jour. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver pour la première ligue aujourd'hui. La prochaine vidéo sera sur la Liga. Donc prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao. Peace.